J'ai discuté à midi avec un arabe qui a vécu au Liban et en Égypte, etc. Il m'a expliqué que, contrairement à ce qu'on pouvait croire, dans les médias et dans la presse, on n'avait pas la même langue arabe dans les différents pays. On veut parfois nous faire croire que dans les médias et la presse, c'est la même langue arabe classique et que la langue dialectale est réservée à l'oralité. Or, et à la vie privée. Or, en fait, d'après ce que me dit ce monsieur, et je commence à le croire, dans les différents pays arabes, même au niveau des médias, ces médias sont marqués, imprégnés par la langue populaire locale. Ce qui fait que les médias libanais ne parlent pas de la même façon que les médias algériens ou que les médias égyptiens. Par ailleurs, force est de constater que l'arabe est une langue qui a une culture de l'emprunt très très développée. Et ça ne choque personne de passer, comme chez les Égyptiens par exemple, ils passent de l'arabe au français, du français à l'anglais, puisque l'anglais est quand même une langue qui a été beaucoup parlée en Égypte à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, puisque l'Angleterre avait imposé sa présence là-bas, au dépend de la France d'ailleurs en partie, malgré la construction du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps. Donc finalement, ce sont des langues qui, pour des raisons historiques, euh, ont une culture de l'emprunt, et donc une culture de l'importation. Parce que qui dit emprunt, dit importation, dit immigration. Immigration des mots, sinon des personnes. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans d'autres vidéos, à savoir cette façon de ne pas vouloir employer des mots arabes pour désigner certains objets. On peut par exemple penser que, pour ce qui concerne les objets modernes, on va employer des mots étrangers. Mais ça peut être d'autres sujets comme ça. Par exemple, on se demande pourquoi en français, le mot leader est si employé, alors qu'on a d'autres mots en français qui peuvent faire l'affaire. Il y a là un mystère des motivations de l'emprunt. On se met d'accord, il y a un consensus pour ne pas employer le mot local qui peut sembler insuffisant, ambigu, etc. Et par souci de clarté, si on peut dire, pour éviter certaines ambiguïtés qui sont propres à la langue locale, on va employer des mots étrangers dans des acceptions extrêmement limitées et définies. Comparativement, la langue française, et ça ne surprend pas, est moins marquée par cette façon de fonctionner que d'autres langues comme l'anglais, l'arabe ou l'allemand même. Les emprunts sont très contrôlés en français. Même si les Français sont très très conscients de quelques emprunts, moi je dis toujours c'est un peu comme quelqu'un qui tousse, mais alors que les gens sont beaucoup plus malades. Quand on est très malade, on ne tousse même pas, même plus. Le rejet, c'est déjà le fait qu'on est encore capable de rejeter. Quand on ne rejette plus, c'est qu'on va très mal. Donc, on n'est même plus dans le cadre de ça, du rejet, ni en arabe, ni en anglais, ni dans d'autres langues. Alors que le français, lui, serait capable, en fait, compte de rejeter même les quelques éléments qu'il a pu emprunter. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, puisque dans la presse, dans les romans, dans les essais, on trouve très très peu de mots étrangers. En tout cas, qui sont perçus comme étrangers et qui ont gardé leur dimension étrangère. Donc finalement, de ce côté-là, la langue française a gardé son intégrité. Et je rappelle encore une fois, pour mémoire, que je suis en faveur d'une communication écrite et non pas orale. C'est-à-dire que le français est une langue qui existe dans l'écrit, encore plus fondamentalement que dans l'oralité, ou plus exactement qui est beaucoup plus accessible par le biais de l'écrit, parce que tout simplement, les gens retrouvent les mots français dans leur propre langue, et donc par conséquent, ils n'ont aucune difficulté à les comprendre. C'est une des raisons pour lesquelles Paris a autant de succès, c'est que tout simplement, en dehors de tout autre facteur,
parce que tout simplement, la langue française, quand elle est écrite, quand on est lu, elle est extrêmement accessible, aussi bien à des russophones que des germanophones, que des anglophones, que des arabophones, ou que des italiens ou des espagnols, bien évidemment. Donc, il ne faut pas parler de calculer uniquement le nombre de personnes qui parlent une langue. Il faudrait déterminer aussi ceux qui lisent la langue, c'est pas du tout la même chose. Les gens qui ne parlent pas le français, mais qui peuvent lire le français et comprendre en gros ce qu'il est dit. Et aussi le nombre de langues qui empruntent au français, même si ces gens-là ne parlent pas le français. Donc si on n'utilise pas les bons critères, les bons paramètres, on ne restitue pas au français sa véritable place dans le monde. Et il faut faire très attention aux paramètres et aux critères qui sont utilisés. Cela dit, la langue française peut se réformer. Il y a des éléments du français qui ne sont pas tout à fait satisfaisants et qui sont difficiles, qui pourraient être réformés. Je suis pour une certaine réforme de la langue française, puisque cette langue est amenée à être vraiment la langue de référence au niveau d'écrit pour le XXIe siècle. Eh bien, tant qu'à faire, autant envisager sa réforme. Et je suis prêt à discuter des réformes en question. Il y a des choses qui sont à corriger. Or, toute langue qui devient une véritable technique, un véritable outil de travail, peut être améliorée, peut être corrigée. Donc une langue, c'est pas quelque chose de sacro-saint. Si la français veut être un véritable outil mondial, il faut qu'elle accepte des corrections, des améliorations, tout ça. Mais il est évident que la technologie, notamment des téléphones portables, facilite énormément la dimension de l'écrit par rapport à l'oral, et qu'en ce sens-là, finalement, c'est le français qui sera gagnant. Par les SMS, par les textos, etc.